À Noël 2002, deux adolescents ont volé une statue de Jésus dans une crèche d'église et l'ont vandalisée. La sentence du juge Simonetti: livrer une nouvelle statue à l'église et défiler dans les rues de la ville avec un homme en portant une pancarte disant Sorry for the jackass offense. Le public a adoré, les juristes beaucoup moins. Aujourd'hui, on pose la vraie question. Michael Simonetti était-il un génie ou un juge qui dépassait les limites de son rôle? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Entre Ombre et Lumière. Dans les trois premières parties de cette série, nous avons rencontré Michael Simonetti, le juge de Pennsville, Ohio, qui a passé 25 ans à inventer des condamnations que personne n'avait jamais vues dans un tribunal américain. Des peines qui ont fait le tour du monde, des peines qui ont fait rire, qui ont choqué et qui pour certaines ont semblé vraiment fonctionner. Mais aujourd'hui, on ferme la série en posant la question que beaucoup ont évitée. Ces condamnations étaient-elles vraiment de la justice ou étaient-elles quelque chose d'autre? La naissance d'une controverse nationale. Tout commence discrètement. Simonetti prononce ses premières peines créatives au milieu des années 90. Elles passent presque inaperçues. Puis, au fil des années 2000, les médias s'y intéressent. Les chaînes nationales envoient des équipes à Pennsville, ABC News, Good Morning America, CBC, NBC, Dr. Phil. Simonetti fait le tour des plateaux américains. Simonetti lui-même garde dans ses chambres une photo de lui avec le célèbre animateur de Dr. Phil. Ces condamnations ont été couvertes par Good Morning America, le Today Show, Fox and Friends et CBC This Morning. Des commentateurs juridiques comme Nancy Grace et Court TV ont aussi fait des reportages sur lui. Et c'est là que le problème commence vraiment. Parce que plus les caméras arrivent, plus une question s'impose. Est-ce que le juge Simonetti prononce ses peines parce qu'il croit sincèrement qu'elles fonctionnent mieux, ou est-ce qu'il les prononce parce qu'elles font de bons reportages télévisés? La critique de Jonathan Turley. L'une des attaques les plus sérieuses vient d'un juriste que tout le monde dans le milieu juridique américain connaît. Jonathan Turley, professeur de droit à la George Washington University Law School, a publié en 2005 un article virulent contre les peines de honte publique en général, en citant explicitement Simonetti comme exemple. Il y écrit que la justice exige non seulement des conséquences pour les actes commis, mais des conséquences cohérentes. Sinon, les citoyens se retrouvent à se demander s'ils recevront une peine standard ou une peine improvisée selon l'humeur du juge. Turley rappelle aussi que les punitions humiliantes étaient courantes aux États-Unis avant le développement des codes pénaux modernes et des limitations constitutionnelles. La lettre écarlate, rendue célèbre par le roman de Nathaniel Hawthorne, était le plus connu, mais pas le plus répandu. La question est-ce vraiment là qu'on veut retourner? Il cite même un juge texan, Ted Poe, surnommé The King of Shame, qui disait aimer humilier les gens parce que les gens que je vois ont trop bonne estime d'eux, et qui s'est retrouvé propulsé jusqu'au Congrès américain grâce à sa popularité médiatique. Pour Turley, c'est exactement le problème. La honte publique plaît à l'électorat, mais ce n'est pas une question de raison juridique
valable. La vraie question, la cohérence de la justice. Au-delà de la personnalité de Simonetti, ces critiques soulèvent un problème structurel. Si la peine dépend de la créativité du juge, deux personnes qui commettent exactement le même crime peuvent recevoir des traitements radicalement différents selon le tribunal devant lequel elles comparaissent. C'est le principe d'égalité devant la loi qui est en jeu. Une amende ou une peine de prison sont prévisibles. Elles s'appliquent de la même façon à tout le monde, mais une condamnation à porter un costume de poulet, à défiler avec un homme ou à passer une nuit dans les bois, ça ne s'applique qu'à ceux qui ont la chance ou la malchance de tomber devant ce juge particulier. Le magazine Cleveland a d'ailleurs relevé un autre problème. Les peines les plus spectaculaires, celles qui font les manchettes, ont un taux de récidive de près de 48%, selon ses propres recherches, supérieur au taux de récidive général de l'Ohio qui est de 27%. Le problème des réseaux sociaux, un effet que Simonetti n'avait pas prévu. Il y a une ironie dans cette histoire que Simonetti lui-même a fini par reconnaître publiquement. Quand il prononçait une peine créative dans les années 90 ou au début des années 2000, l'humiliation durait le temps de la peine, quelques heures, parfois une journée. Mais avec l'avènement de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, les vidéos sur les photos ont commencé à circuler indéfiniment. Simonetti a lui-même admis que l'utilisation des réseaux sociaux avait créé un problème qu'il n'avait jamais anticipé. L'embarras d'une peine créative, à cause des réseaux sociaux, continue maintenant perpétuellement comme punition. Ce n'est pas juste pour l'accusé, et c'est incohérent avec son intention au moment de la condamnation. Il disait être approché quotidiennement par des gens qui commentaient une peine en croyant qu'elle était récente alors qu'il avait été reposté il y a 4 ou 5 ans. C'est une confession extraordinaire. Le juge qui avait construit toute sa philosophie autour des peines adaptées et proportionnées reconnaît que ses propres condamnations lui ont échappé, amplifiées à l'infini par des algorithmes qu'il ne contrôlait pas. Cas emblématique, la crèche de Noël et l'âne. Pour un dernier cas, j'ai décidé de vous présenter ce cas qui est très emblématique. Il est arrivé en décembre 2002. Deux adolescents avaient volé une statue de Jésus dans la crèche d'une église et l'avaient vandalisée en y gravant 666. Simonetti a réduit leur peine de 120 jours de prison à 45 à condition qu'ils livrent une nouvelle statue à l'église et qu'ils défilent dans les rues de la ville avec un âne en tenant une pancarte écrite « Sorry for the jackass offense ». Pour le public, c'était hilarant et la peine avait une logique. Les adolescents avaient profané un symbole religieux. Ils devaient réparer publiquement ce geste devant la communauté concernée. Mais des juristes ont soulevé une question différente. Qu'est-ce qu'un tribunal fait en impliquant une institution religieuse dans l'exécution d'une peine? Est-ce que le rôle d'un juge est de décider qu'un accusé doit défiler devant une église comme acte de réparation symbolique? La frontière entre justice et mise en scène commence ici à devenir floue. La défense de Simonetti, ses propres mots. Face à toutes ces critiques, Simonetti a toujours répondu avec la même franchise directe. Je ne le fais pas pour que mon nom soit dans les journaux, mais il finit dans les journaux quand même. Je veux que les gens ici sachent que s'ils viennent dans mon tribunal, ils pourraient avoir une surprise. Ces gens ne reviennent pas dans la justice, a-t-il répété à plusieurs reprises. Ça marche vraiment. J'ai commencé avec des petits pas, et au fur et à mesure que je suis devenu plus courageux ou plus fou, j'ai commencé à prononcer ces peines plus souvent. Et sur la question de médiation, il répond « Tellement de ces cas ont reçu une couverture médiatique. Les gens dans cette communauté savent que si tu passes devant ce tribunal, on ne sait jamais ce qui va se passer. Ça dissuade les comportements dans notre communauté et c'est envers elle que je dois rendre des comptes. » C'est peut-être là
que se trouve la clé. Pour Simonetti, la médiatisation elle-même faisait partie de la peine, pas juste pour l'accusé, mais pour tous ceux qui regardaient et qui savaient qu'à Pennsville, les règles étaient un héritage qui dépasse l'Ohio. Malgré les controverses, l'influence de Simonetti s'est propagée bien au-delà de son comté. Des juges à travers les États-Unis ont commencé à ordonner à des accusés d'écrire leur propre nécrologie et de le lire en cours. D'autres ont envoyé des accusés à la mort pour voir des victimes d'accidents. Un juge de Memphis a même permis aux victimes de cambriolage de se rendre chez les voleurs pour reprendre un objet de valeur égale. Pinky Corn, juge municipal de Cleveland, a explicitement cité Simonetti comme source d'inspiration pour ses propres peines alternatives. Un homme dans une petite ville de l'Ohio a changé la façon dont des dizaines de juges américains pensent à la justice. La question finale. Jonathan Turley pose une question que personne ne veut vraiment esquiver. Les juges ne sont pas choisis pour servir comme des parents qui établissent des conséquences pour des enfants désobéissants. La loi exige non seulement des conséquences pour les actes commis, mais des conséquences cohérentes. Et pourtant, Simonetti, lui, a toujours répondu à ça avec une logique simple. Un juge peut simplement suivre la loi, et si quelqu'un a commis un crime, voilà les peines possibles. Vous pouvez faire ça et rentrer chez vous dormir tranquille. Ou vous pouvez prendre chaque cas un peu plus personnellement et quand même appliquer la même loi. 25 ans de carrière, des centaines de condamnations créatives, un débat qui n'est toujours pas résolu. Conclusion. Michael Simonetti a pris sa retraite le 22 septembre 2019. Il a quitté son tribunal comme il l'avait dirigé, sans excuse, sans regret, et avec la conviction que ce qu'il avait fait avait changé des vies. Peut-être qu'il avait raison, peut-être que les juristes qui le critiquaient avaient raison eux aussi. La vérité, comme souvent, se trouve probablement quelque part entre les deux. Ce qui est certain, c'est que Simonetti nous a forcés à poser des questions que beaucoup de systèmes judiciaires évitent soigneusement. À quoi sert une peine? Est-ce qu'on punit pour faire peur, pour réparer, pour transformer? Et surtout, est-ce que la justice a le droit d'être créative? Ou doit-on toujours rester prévisible, uniforme, froid? Génie ou tyran? Je vous laisse décider. Donnez-moi votre avis après avoir visionné les 4 parties de Michael Simonetti. Sur ce, je vous laisse en vous disant que, entre ombre et lumière, la vérité ne dort jamais. Bye bye.